de l'ouvrage Investing in African Alphabet, Writing Art and Congo Culture in the DRDC. C'est l'invention de l'alphabet africain, écriture, art et culture Congo en République démocratique du Congo. C'est l'ouvrage écrit par le professeur Sao, que nous allons connaître tout de suite ici, en loin et en large. C'est un ouvrage qui rend hommage à un fils du Congo, David Wabeladio. C'est un ouvrage qui nous fait entrer aussi dans les sillages religieux, en particulier le mouvement kimbanguiste. Et voilà pourquoi aussi on est très honoré aujourd'hui par la présence, une grande présence de l'église kimbanguiste ici à l'Académie des Beaux-Arts, notamment les recteurs, professeur Blaise Mouya de l'université Simon Kimbangu. Cet ouvrage est une célébration non seulement de la religion, mais il est une grande célébration de l'art qui se transforme en écriture, l'art qui se transforme en expression, et l'art qui devient l'invention, tout un code, toute une écriture, comme nous allons le découvrir tantôt. Et donc c'est une grande célébration pour nous. Et cette célébration va se structurer de la manière suivante. Tout de suite, on invitera le professeur Henri Kalama Apoulès, directeur général de l'Académie des Beaux-Arts, de prendre les mots de circonstances et de bienvenue. Après le directeur général, suivra le professeur Arthur Chimanga Badibanga, qui est professeur à l'université de Kisangani et aussi à l'université Simon Kimbangu, et qui a été le parrain de David Wabeladio pour qu'il puisse obtenir le doctorat honoris causa à l'université de Kinshasa il y a quelques années, il va nous en parler, et qui continue à accompagner cette invention, l'écriture du Mandombe. Après, suivra, nous donnerons la parole à l'auteur de l'ouvrage, le professeur Savon de l'université d'Oxford. Et après, il est prévu que l'épouse du fait David Wabeladio puisse prendre la parole. Malheureusement, elle n'est pas encore là, mais elle a dit qu'elle est en route. Donc, on espère qu'elle sera là à temps. Et après, il y aura le vernissage qui sera présidé par le recteur de l'université Simon Kimbangu, accompagné par son collègue, le DG de l'Académie des Beaux-Arts. Et après, il y aura nos amis l'orchestre qui interprète aussi l'écriture que nous faisons aujourd'hui, qui va nous accompagner, et puis il y aura un petit cocktail que nous allons partager dans la joie et dans la fraternité. Sans plus tarder, j'invite le professeur Henri Kalama Apoulès, que vous connaissez presque tous, donc c'est bien important de le présenter. Sinon, je veux dire qu'il est directeur général de l'Académie des Beaux-Arts. Je prends la parole et passe la parole. Du corps académique des diverses institutions universitaires ici présentes, monsieur le membre du corps scientifique, chers membres ou chercheurs de l'église Simon Kimbangu ici présents dans la salle, chers étudiants, l'Académie des Beaux-Arts, voilà, j'allais vous mettre l'impair. Cher professeur Ramon Sao, c'est pas qu'on célèbre. L'Académie des Beaux-Arts est encore une fois heureuse d'accueillir une autre fête culturelle, une fête de l'écriture, parce que déjà la semaine passée, on a procédé à la récension et au baptême de notre ouvrage ici. C'est un ouvrage de Charles Onana sur l'Holocauste au Congo.
Et toutes ces activités sont accueillies au fait dans le cadre de notre centre culturel. Parce qu'à côté de notre mission d'enseignement, nous fonctionnons aussi comme un centre culturel. Et c'est dans cette optique que nous accueillons des manifestations capables, n'est-ce pas, de bousculer les habitudes, de mauvaises habitudes au fait qui ont lieu chez nous, qui font en sorte que nous fréquentons de moins en moins des livres. Et nous sommes une institution universitaire, nous voudrions encourager nos étudiants à se donner à cet exercice. Et comme vous le savez, qu'une institution dynamique, c'est une institution qui construit et déconstruit de manière permanente. Un auteur disait, je crois que c'est Kateb Yassi, qui disait que le français c'est un butin de guerre. Et quand on a un butin de guerre, Franjouy, alors lui, il utilisait le français comme arme, en fait, pour retourner cette arme aux colons. Mais vous comprenez un peu que vous ne prendrez jamais l'avantage avec les armes qui ne sont pas les vôtres. Hein? Donc, un butin de guerre, c'est peut-être une arme assez sophistiquée, mais dont vous n'avez pas de notices, qui font que, même quand vous ne l'utilisez pas à son full, comme on dit, son full potentiel. Et cette citation m'amène à apporter ici sur la table une problématique que tous les intellectuels se sont posés au moins une fois dans leur vie. C'est dit, est-ce que l'Afrique, est-ce que les Congos auraient toujours eu le même niveau si la langue de notre apprentissage n'était pas le français? Si c'était une autre langue qu'on utilisait, est-ce qu'on ne serait pas avancé plus rapidement? Est-ce qu'en dehors du français et de toutes les autres langues, est-ce qu'il y a une autre langue, en fait, qui permet à ce que nous puissions échanger entre nous sans pour autant chercher des chemins détournés? Il y a eu beaucoup des idées préconçues que malheureusement que même nous-mêmes nous avons adoptées. Notamment, on ne peut pas avoir des philosophies bantoues parce que quel est le mot qui équivaut à la philosophie dans vos langues? Il y a pas, on ne peut pas parler d'art parce que pour parler d'art, quel est le mot qui équivaut? C'est comme si l'absence du mot traduisait aussi l'absence des réalités, alors que les réalités sont celles. Voilà pourquoi moi je trouve que ces livres viennent à propos, parce qu'un peuple ne peut jamais, il n'y a pas de grands peuples sans mythe fondateur. Et il n'est jamais tard. Le plus important, moi je pense, comme le disait notre auteur, le plus important ce n'est pas qui nous étions ou qui nous sommes, mais qui nous voulons devenir. Et être présent ici, répondre en grand nombre comme ça, c'est que nous sommes tous dans cette dynamique-là, de vouloir nous redéfinir qui nous voulons devenir, parce que ça reste un terrain des possibilités. Voilà pourquoi moi je trouve que cet ouvrage qui nous parle de l'écriture Mandombe, que j'ai apprécié d'abord en tant qu'artiste, au fait, la plastique, la forme extérieure, et je serais encore l'homme le plus heureux si j'arrivais vraiment à intégrer cette écriture. Et pourquoi est-ce que je trouve que c'est très important que ce soit le professeur Ramon Sao qui nous amène cet ouvrage? Il y a un autre auteur populaire, c'est un musicien qui disait lors d'une collaboration musicale avec son aîné, Lutumba, c'est Félix Oisé, quoi que je voulais citer, il disait Kulutu, Lobela Bango, ou Kaisoko na Lobina Bango, Bayoke la Kanga na Lito Imoko. Donc c'est comme si quand on sent que c'est lui qui parle, alors
on va écouter avec les deux oreilles, pas de manière distraite. Et je crois que, hein, chers Congolais, vous voyez ma solo. Disent, donc c'est sérieux. Donc voilà, c'était très important que ce soit les professeurs Ramon qui viennent nous prêcher et nous parler de nous-mêmes. Merci et en tout cas, encore une fois, bienvenue à l'Académie. Pour la bienvenue que vous avez souhaité à nous tous. Sans plus tarder, nous passons le microphone au professeur Arthur Chimanga. Monsieur le recteur de l'Université Simon Kimbangu, Monsieur le professeur Ramon Saro, chers professeurs et collègues, chers membres du corps scientifique, distingués invités, vous les inconditionnels de la culture, acceptez que je commence par vous transmettre les salutations de mon recteur, le professeur Gongilo Boindi, Jean-François de l'Université Kisangani, qui vous salue et remercie en même temps la communauté kimbanguiste pour cet attachement à la culture africaine. Le professeur Gongilo félicite également le professeur Saro pour s'être démarqué, comme pour paraphraser le professeur Kalama. C'est le blanc qui va parler de la culture. D'aucuns vont se dire, mais pourquoi, alors qu'on parle de Simon Kimbangu, on parle de Mandombe, mais on délocalise la cérémonie qui aurait pu avoir lieu à l'Université Simon Kimbangu, au centre d'accueil kimbanguiste. C'est pour une cause. Vous en découvrirez bientôt à travers l'adresse de Madame l'épouse, la veuve de David Wabeladio. Mais signalons que dans sa genèse, le Mandombe a été présenté pour la toute première fois à l'Académie des Beaux-Arts. Et c'est l'Académie des Beaux-Arts qui a donné le cutus à Frère Wabeladio Paille pour aller de l'avant. Voilà pourquoi on dit de remercier ici à l'Académie des Beaux-Arts. Nous allons répondre à la question qui est Ramon Saro. Il est professeur d'anthropologie sociale et membre du Collège Saint-Antoine. Il obtint son master et sa thèse, le PhD en 1999. Ramon Saro a étudié à l'Université catholique de Louvain. Vais-je lui demander de se mettre debout? J'allais ne pas lui demander. Voulez-vous, M. Saro, de vous mettre debout? Et il répond merci, de voilà. C'est Echeomo, comme on dit. Alors, Saro a travaillé à l'Université catholique de Louvain. De 2000 à 2002, il est chercheur junior au Collège Sainte-Anne. De 2002 à 2012, Saro a été accepté comme chercheur principal à l'Institut des sciences sociales à l'Université de Lisbonne et chargé des cours d'anthropologie au département des sciences humaines de l'Université Pompeu Fabra de Barcelone. De 2010 à 2011, il a été fellow du programme des études agraires de Yale à New Haven aux
aux États-Unis. En 2012, Saro rejoint la prestigieuse université d'Oxford jusqu'à ses jours. Signalons en passant que depuis 2009, Ramo est membre du réseau français REASO, c'est-à-dire Réseau européen d'analyse des sociétés politiques. Il a mené des recherches sur le terrain en Guinée-Conakry, en Guinée-Bissau, au Portugal, parmi les diasporas africaines, en Angola et en République démocratique du Congo, notre pays. En termes de publications et conférences ou encore projets implémentés, Ramo est auteur de plusieurs ouvrages et textes scientifiques. Nous pouvons citer entre autres ceci. En 2009, l'ouvrage primé intitulé The Politics of a Religious Change on the Upper Guinea Coast, c'est-à-dire la politique du changement religieux sur la côte de la Haute-Guinée. En 2007, il enrichit la science en complicité avec Pedroso de Lima et Terenos, Metropolitanos Desafios Metodológicos. Toujours en 2007, il publie en binôme avec Berliner, The Learning Religion, ou bien Anthropological Approaches, soit apprendre la religion des approches anthropologiques. En 2020, il publie avec Benz Balkanov The Atlantic Perspectives, Places, Memories and Spirits. Saro a dirigé le programme de l'Union européenne North Face, Recognizing Christianity, How African Migrants Redefine the European Religious Heritage. Soit reconnaître le christianisme, comment les migrants africains redéfinissent le patrimoine religieux européen. De 2007 à 2010, Ramo a été le point focal britannique du programme Currents of Faith, Places of Memory, soit les courants de foi, dans lequel ou encore une équipe de chercheurs d'Europe et de Guinée. En 2010, avec Simon Coleman à l'Université de Toronto, il crée la revue annuelle Religion and Society, Advances in Research. De 2013 à 2016, ça reconduit un programme de l'Union européenne ERA, pour lequel il a mené 9 mois de terrain en Angola. Saro a travaillé également sur les dimensions religieuses et politiques au changement social en Afrique et dans la diaspora, ainsi que les manifestations de l'imagination prophétique et sur la culture matérielle, y compris sa destruction iconoclaste. Son intérêt pour les aspects créatifs de l'imagination prophétique a conduit à une décennie de recherches sur l'invention de l'alphabet prophétique Congo, connu sous le nom de Mandombe, et a initié des contacts nourris avec son inventeur, Feu David Wabella Dupaye. Suite à son long engagement avec la communauté des langues Baga de la côte guinéenne, Saro a récemment été le point focal du projet international Mangrove et Mangroves and Aluminium, financé par le programme d'attribution des grandes subventions du John Fed Fund, cela de 2018 à 2021, dans lequel une équipe de chercheurs d'Europe et de Guinée-Conakry évalue l'impact de l'extraction de l'aluminium sur les communautés rizicoles des mangroves de la côte Guinée. Dans le pays voisin de la Guinée-Conakry, c'est-à-dire la Guinée-Bissau, Saro a participé à la revitalisation du Musée national ethnographique du Bissau, une institution créée en 1987, mais qui avait disparu pendant la guerre civile de 1998 en 1999.
Sur la base des photographies anciennes, Saro et une équipe de chercheurs ont reconstitué l'histoire du musée et ont réussi à la recréer et l'implanter dans la capitale Bissau de ce pays lusophone. En 2018, à Porto, il publie ainsi un livre en portugais bien sûr, financé par la fondation Gulbenkian, qui rappelle la recherche et montre les images récupérées numériquement au Musée national. Entre 2012 et 2014, il collabore avec le docteur Marina de l'Université de Lisbonne, où Saro dirige un projet de recherche sur la prophétesse et le riziculteur, dans lequel pendant plusieurs années, ils ont mené des recherches sur le mouvement prophétique. Entre 2012 et 2014, cela a été fait dans ce qu'on appelle le mouvement prophétique Kianyang, ou les ombres parmi les habitants des mangroves en Guinée-Bissau. Sur la base de ce projet, le cinéaste et anthropologue Roger Canals de Barcelone a récemment réalisé le film Chasing Shadows, soit Poursuivre les ombres. En 2019, il étudie la revitalisation des mouvements prophétiques en Guinée-Bissau, qui capture les œuvres matérielles de l'imagination prophétique parmi les agriculteurs d'Alanta. Le film a été projeté dans de nombreux festivals et est maintenant disponible dans le journal of Anthropological Films en fibre. Mais l'accès est libre. Actuellement, Saro est membre du conseil consultatif du projet financé par l'Union européenne Mangrove, Riz de Mangrove et Peuple de Mangrove. En 2021, Saro a été invité à donner la prestigieuse conférence Les Bistros à l'école des hautes études en sciences sociales. Sa communication intitulée La voix des prophètes, histoire, structure, imagination sera publiée en 2021-2023 dans L'Homme en français et dans Our Journal of Ethnography Theory. Ça, c'était en anglais. En 2023, Saro lance son projet de recherche le plus récent, les prophètes Congo et les technocrates de l'UNESCO. Ruines, forêts et patrimoine dans le nord de l'Angola. Ça ira de 2022 en 2025. Et c'est pour ce projet, il mène actuellement des recherches sur le terrain en Banza-Congo, dans le nord de l'Angola. Toujours en 2023, Saro publie, vous allez vous en douter, la monographie Inventing an African Alphabet, là, Writing, Art and the Congo Culture in DRC, soit invention de l'alphabet africain, l'écriture, l'art et la culture Congo. C'est publié en presse universitaire de Cambridge, c'est en Angleterre. On y trouve expressément, donc dans cet ouvrage, on trouve expressément la biographie du mentionné ci-dessus, c'est-à-dire David Wabela de Paris, qui était né pour votre honneur en 1957 et est décédé en 2013. J'allais vous demander, s'il vous plaît, si nous pouvons mettre tout sur vous pour observer une démonstration. Je vous en prie. Alors, je disais, on y trouve expressément la biographie de David Wabela de Paris, né en 1957, est mort en 2013, l'inventeur de l'écriture, système appelé Mandombe, dont
dont a été le promoteur. Ce même livre sera discuté collectivement d'ici là dans un symposium dans la revue ethnographique Theory. Ah oui, ce fut plus qu'un chapitre d'une unité d'enseignement dans un programme du système LMD. Voilà en quelques paragraphes une partie de la vie du chercheur et savant Ramon Savo, c'est arrière-petit-fils de Diego Cao, pour tout simplement insinuer que Savo est de la nationalité portugaise. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur Arthur. Bon, immédiatement, ingénieur, si vous pouvez aider à installer. Nous entrons dans la matière. Et nous avons demandé à l'auteur de nous présenter les livres, directeur de l'Institut des musées nationaux du Congo, ici présent. Monsieur Savo, vous avez la parole pour nous faire entrer dans cette écriture et dans les. Excellent recteur de l'Université Simon Kimbangu, professeur Arthur, mes chers collègues, j'étais très touché de la présentation si exhaustive que vous avez faite de ma carrière. Merci beaucoup. Et surtout, je ne voulais pas finir sans remercier Jean Thomas, qui était vraiment la personne avec laquelle on a pu organiser ça et qui m'a fait même la lettre d'invitation avec le DG. Merci beaucoup. Bon, ça sera difficile pour moi de parler du livre de Mantombé avec un peu de temps, parce que normalement je commence à parler, et on a passé 3 heures de temps et je suis encore à l'introduction du livre. Donc je vais essayer d'être bref. Je voulais dire, si vous regardez le livre, il y a un petit problème avec le livre, enfin il y a 2 problèmes avec le livre, logistiquement parlant. Le premier, c'est qu'il est en français, et ça c'est très bon, je crois, pour nous tous, et pour la mémoire de David Bourlat-Depay, parce que comme ça donne à connaître à une grande communauté scientifique, et pas seulement scientifique, une grande communauté mondiale. C'est un peu dommage dans la mesure où il y a des gens qui ont encore des difficultés de lire l'anglais. Et ça, c'est un problème qu'on va essayer de résoudre. Après, on en parlera avec Arthur aussi, pour voir si on peut faire la traduction. Le deuxième problème, de nature purement logistique, c'est que la maison d'édition l'a mis un prix exorbitant. Même pour mes collègues de l'Europe, ils nous disent mais on ne va pas acheter nos livres, c'est trop cher. Ils m'ont promis d'en faire une version en souple. Surtout, je crois qu'ils seront motivés quand ils vont voir qu'il y a un symposium qui se prépare dans un journal très prestigieux. J'espère que le professeur Arthur acceptera de participer au symposium aussi, avec plusieurs personnes qui vont faire des commentaires et moi aurait le droit de répondre. Mais la maison nous a promis de nous envoyer des copies, suffisamment de copies pour le partager avec toutes les institutions significatives, rélevantes du Congo. En commençant, ça c'est pris d'abord par l'Institut national du musée, parce que la couverture nous appartient, ils ont le copyright. J'ai dû leur demander l'autorisation qu'ils m'ont accordée. Et bien sûr, il y a une copie évidemment pour eux. Et après, on va distribuer, on a fait déjà une liste avec Arthur, et on va les distribuer dès qu'ils vont arriver, mais malheureusement, ils n'ont pas encore été envoyés. Je les ai dit ce week-end de les envoyer directement ici, avec charge, bien sûr, par DHL. Donc, ils vont arriver dans les prochains jours. Il y aura plusieurs copies au Congo de ce livre.
Bon, le livre est un hommage et une mémoire d'une personne qui m'avait beaucoup impressionné. Je crois que j'ai eu la chance, je vous l'ai dit à cœur ouvert, je crois que j'ai eu la chance de connaître un génie. Une personne qui a vraiment une tête hors du commun, mais aussi une sympathie, une humeur, une manière de faire assez extraordinaire aussi. On s'est connus en 2009. Moi, depuis 2006, je travaille très souvent avec l'Église climatiste à Lisbonne, à la diaspora de Lisbonne. Ils sont moitié congolais, moitié angolais, aussi avec des enfants qui ont déjà grandi à Lisbonne, donc ils sont portugais. Mais grâce à eux, j'ai pu aller à Angola. Je me suis beaucoup intéressé à Banza-Congo, comme on a dit. Je suis venu aussi au Congo plusieurs fois avec l'Église climatiste pour loger au centre d'accueil, on est monté à Kamba. En 2009, mon ami Kimamba de l'Église climatiste de Lisbonne me présente un monsieur. Il me dit, Papa Ramon, comme on s'appelle à l'Église, Papa Ramon, je vous présente par la vie pour la radio. Et moi, dans ma naïveté, comme j'ai dit un jeune homme, il était tout costaud, mais avec un air très jeune, je lui ai dit, ah mais monsieur, vous portez un sacré nom, vous vous appelez comme l'inventaire de Mandombe. Et il me dit, monsieur, je suis l'inventaire de Mandombe. Alors, le lendemain, on est monté à Kamba, il y avait une journée très sacrée. C'était la journée où on a fait entrer le corps de la veuve au temps de Maman Mouilou. On a fait entrer l'entrée triomphale de Maman Mouilou, on appelle la cérémonie. C'est une cérémonie très émouvante qui m'a fait beaucoup penser à beaucoup de choses, même à l'histoire. J'en parle dans le livre, parce que même dans le sermon, le pasteur qui faisait le sermon, il nous a parlé de Galilée. Et vous, au XVIIe siècle, il a dit, qu'est-ce que c'est ça, toute cette révolution scientifique en Europe, c'est passé comme si c'était une grande révolution, mais en même temps, on était en train d'acheter et de vendre des esclaves en Afrique. Ça m'a vraiment fait beaucoup réfléchir sur ce qu'on appelle aujourd'hui l'eurocentrisme. Donc je dois apprendre beaucoup. Et avec l'éclimatisme, j'ai beaucoup appris à penser l'histoire de l'Europe d'un point de vue très différent. Je les remercie, je les ai toujours remerciés. Bon, mais alors, à ce moment, je rentre dans la maison, la résidence de son éminence, nom sa divinité au roi Simon Kibango. Je devais attendre d'être reçu par lui. Et c'est Wabeladio qui entre, on s'avait connu les jours avant Kinshasa, et il entre, il s'assoit avec moi. Alors, je lui ai dit, écoutez, on m'a expliqué que vous avez inventé un alphabet, mais est-ce que vous pouvez m'expliquer comment ça se passe? Wabeladio, comme il était d'une intelligence extraordinaire, s'il avait 2 heures de temps, il allait faire une conférence de 2 heures de temps. Mais si tu lui donnais 3 minutes, il parlait en 3 minutes. En fait, moi, je vis ça avec le jour où on est parti voir le ministre de l'Éducation, Machado, pardon. Et son excellence nous a dit, je te donne 3 minutes. Et moi, je lui donne 3 minutes pour bien expliquer tout ce que je il était vraiment habile à communiquer. Bon, alors il m'a expliqué comment sa divinité nous a fait attendre pendant plusieurs heures, c'est normal. Honnêtement, moi, on parlait. Et moi, depuis, je lui ai dit, mais écoutez, il faut que j'écris un livre sur ça. C'est extraordinaire cette histoire. Alors il m'a dit, oui, pourquoi pas. Alors on a commencé à travailler, je l'ai invité à l'Europe, après la visite à Kamba. On s'est rencontrés ici à Kinshasa. Et je l'ai invité à l'Europe, passer un mois, où on s'est renfermé dans mon bureau à l'Université de Lisbonne, où je travaillais. On a fait 2 conférences aussi, et j'ai commencé à rédiger la biographie du Bénédicté. Après, je suis revenu au Congo avec lui. L'année suivante, en 2010, on a fait la même chose. Je suis venu en Europe, je l'ai promené même en Espagne, parce que moi je suis portugais, mais je suis originaire de nationalité. Oui. Je voulais que vous connaissiez mon pays d'origine aussi, on est parti en Espagne. C'était vraiment une amitié.
Et maintenant, j'en parle d'une manière contente, mais pendant plusieurs années après sa mort, je ne pouvais pas faire de conférences au bord de l'avion parce que, croyez-moi, j'ai commencé à pleurer. C'était vraiment une amitié très belle. Et puis, il m'a présenté sa belle famille, sa famille très belle, donc la femme, maman Eugénie. Je dis Maman Moulou par erreur, mais en fait, il y a un parallélisme entre la vie de Maman Moulou et la vie de Maman Eugénie. Eugénie de vie, c'est 5 enfants. Le livre, si vous voulez, c'est dédié à eux. Ce sont eux vraiment qui portent maintenant la mémoire du père de famille qui a dédié beaucoup d'énergie, de force pour les faire grandir. Et c'est avec Maman Eugénie, notre collègue Eugénie Nkambi, que je continue à travailler après la mort de Wabeladio. Donc il est venu plusieurs fois dans l'Europe, je suis venu plusieurs fois au Congo. Alors moi j'ai constaté à un certain moment qu'il y a une partie de la biographie de Wabeladio où il parlait de quand il s'est senti appelé par Simon Kimbangu. Le sujet de l'appel, ce qui est l'appel, m'intéresse beaucoup. Qu'est-ce que c'est se sentir appelé? Ceux qui connaissent la sociologie de la religion de sociologue américaine, on connaît cette notion de la vocation de l'appel, c'est très important. Wabeladio était catholique à l'époque, 1958. Il était catholique, mais il commençait à rêver, il faut qu'il aille à Kamba, il faut qu'il aille à Kamba. Finalement, un jour, il est parti à Kamba contre le conseil de son oncle, qui était un prêtre catholique, et son autre oncle, ils ont dit non, il ne va pas monter à Kamba. Et bon, en 1978, la division entre Ibanguistes et catholiques est encore plus forte qu'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, les catholiques sont très respectueux, mais à l'époque, on lui a dit, mais ça, ce sont des forces sataniques, c'est le diable qui est en train de te tromper. Mais lui, il est parti. Il est monté à Kamba une nuit. Il avait peut-être 21 ans, je crois. Et il est monté à Kamba avec ses deux cousins ou neveux, ça dépend comment on voit la parenté, mais en tout cas, deux enfants beaucoup plus jeunes. Et ils ont monté les trois à Kamba, et pendant la salle à Kamba, la montée à Kamba, ils ont suivi une série de miracles le plus peut-être frappants pour nous et pour lui, certainement, c'est qu'il s'est collé au sol. Il a passé plusieurs heures sur la pluie, collé au sol, il ne pouvait pas se détacher. Alors quand il faisait des conférences, c'était très amusant, parce que lui était un bon acteur aussi, alors il passait à faire, comme s'il était collé au sol, les gens percevaient l'angoisse de savoir produire, être collé au sol, c'est extraordinaire. Ça lui a donné la peur. Il est rentré vers le Bas-Congo encore une fois, c'est le Bas-Congo qui se partait, mais dans le chemin, quelqu'un lui dit non, il est en train de vivre des choses mystérieuses ici, dans la terre de Simon Kimbangu, c'est que lui, vraiment, il t'appelle. Il faut suivre. Bon, il a suivi le chemin, et après la famille l'a beaucoup pénalisé pour faire ce voyage qui avait été interdit. C'était la rébellion, hein, c'était un jeune qui voulait suivre son chemin, son appel. Donc la famille l'a brutalisé. Dans le livre, j'explique comment il a souffert. Mais finalement, il s'est fait venir à Kinshasa, de Bas-Congo. Il a été ici, il a consulté avec sa maman plusieurs devins de différentes religions, même un devin musulman, pour savoir qu'est-ce qui se passe. Un jour, il lui dit à sa maman, écoute maman, il a été même analysé par un célèbre docteur de neurologie, dont le nom je cite dans le livre, le nom j'ai oublié, mais qui était très connu, j'ai même trouvé des publications de lui, qui a dit à la maman de Wabeladio, écoutez, laissez tomber, votre enfant il est très bien, il n'y a pas aucun problème. Il ne faut pas le martyriser comme ça, de docteur à docteur, de charlatan à charlatan. Alors c'est Wabeladio lui-même qui dira à sa maman, écoute, arrête ça, amène-moi voir l'Église kimbanguiste. C'est sûr, c'est le kimbanguisme qui m'appelle. Alors la maman a accepté. Ils sont partis voir Yagenda, qui était le fils de Simon Kimbangu et le chef spirituel de l'Église à l'époque de 79. On était déjà en 79.
c'est un lutte enfin. En tout cas, Diangenda a rassuré à la bonne dame, votre fils a raison, mon père est en train de le préparer pour une mission. Alors c'est intéressant parce qu'il a dit pour une mission pour la race noire. Ça c'était la première dénomination. Alors moi, Beladio s'est enfermé à la maison de sa belle-mère, pardon, de sa grand-mère, à Majangungu, contre aussi la vie de la famille. Les hommes étaient furieux, mais il s'est enfermé dans 8 mois cette fois. Et à la fin de 8 mois, pendant lesquels il faisait que prier. Alors il savait que Dieu allait lui transmettre un message. Mais comme il avait reçu ce message très peu clair, une mission pour la race noire, et comme la culture Congo, on le sait bien, vous le savez bien, est très prophétique, même messianique, c'est pas seulement le humanisme, il y a tout ce genre de mouvements. Parfois, il y a des gens qui apparaissent ici et là, qui se disent moi je suis le roi du Congo, ou moi je suis le Patulendo, comme on dit en Congo. Lui, il croyait que c'était ça. Il croyait au moins de faire l'être suprême ou bien l'annonciateur de Patulendo. Je dois recevoir un message en disant que Patulendo va sortir dans le village de Kimpese ou je ne sais pas où. Alors un jour, il se réveille de son rêve et il voit le mur, qui sont des murs de briques, une maison typiquement congolaise, vous comprenez, avec les briques en cuir. Alors il dit à son neveu, que moi j'ai interviewé, et il m'a confirmé que c'était vrai, il a dit à son neveu, tiens, est-ce que tu as vu que les maçons, quand ils construisent une maison, ils mettent de 2 et de 5 ensemble. Et ça, c'est exactement ce qu'on voit dans la construction. Le neveu m'a dit, à moi, Ramon Sabo, ici, qui vous parle, il m'a dit, c'est en ce moment que je me suis dit, tiens, mon oncle est devenu fou. Et ça a été, c'est-à-dire, ça c'est le message. Moi, je suis né dans une famille de psychiatres, donc je connais un peu la folie. Tout le monde ne n'est pas fou, il n'y a pas de question. Mais ça a été la lutte pour lutter contre l'accusation de folle, de fou, pardon. C'est-à-dire, on lutte contre beaucoup de choses dans la vie. Lui, il a lutté contre ça. Tout le monde disait, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire, que Dieu t'appelle, qu'est-ce qu'il est en train de dire de lignes de séparation de briques. Après, bon, il a fait un rêve, le même jour, je crois, ou en tout cas, je crois que c'est le même jour, je ne sais pas, tout ça c'est dans le livre. Il a fait un rêve où il a rêvé où il disait, ces 2 chiffres que tu as vus, le 5 et le 2, dans le mur, c'est avec ça qu'il va faire sa mission. Alors, il a commencé à se coloniser, pour parler sa langue, enfin son vocabulaire. Il a commencé à étudier les signes. Et c'est ça qu'il a expliqué quand on a nommé finalement docteur honoris causa en 2012, donc 40 ans plus tard. Il nous a expliqué ça, c'est-à-dire, ça c'est un PowerPoint de Ouattara lui-même. Je lui remercie, Madame Eugénie Kengi de me permettre de l'utiliser. Ce sont ces images. Mais c'est justement ça. C'est-à-dire, nous tous, moi je pose cette question à mes élèves chaque fois. Tout le monde a vu un mur de briques. Combien de personnes ont vu en 5 et en 2? Il est là. Ça peut être, enfin, il y a un artiste ici, peut-être il va nous dire, là c'est aussi voir l'invisible, mais l'invisible ne veut pas dire l'invisible est aussi ce qui est là, mais de regarder avec des yeux nouveaux. Alors, Wabeladi a dit le 5 et le 2. Dans le mur des briques, ça c'est toute une symbolique aussi parce que le mur, depuis le temps biblique, il y a beaucoup de murs, même d'écritures dans les murs, dans la Bible. Donc, et même philosophiquement, on a beaucoup réfléchi sur les murs. Il y a même un roman de Sartre, le grand philosophe français, qui s'appelle Le Mur. Donc, le mur était toujours un objet de réflexion, parce que le mur nous bloque. Nous bloque, mais en même temps, le mur nous enferme, nous protège. En même temps, il peut faire une fenêtre, il est connecté avec les autres. Donc, le mur, c'est un objet de réflexion.
Et il y a même un test de créativité de psychologue américain, d'un psychologue britannique plutôt, qui disait la meilleure manière de voir la créativité, c'est de demander à quelqu'un, un enfant par exemple, ou un adulte, combien de choses différentes il pourrait faire avec un brique, au-delà d'un mur, évidemment. Alors les gens peuvent dire, bon, je vais faire un avion, je vais faire, je ne sais pas, une soupe de briques, je ne sais pas, ça dépend de la créativité. Mais personne n'a jamais dit qu'il peut en faire un alphabet. C'est la créativité extraordinaire de Wabeladio. Alors il a mis ce symbole et il s'est mis à laisser étudier les rapports géométriques d'abord, la symétrie entre les deux éléments, qui est fondamentale. Et après, il a commencé à jouer et à faire de figures un peu différentes en ajoutant un élément qu'il appelait l'élément postiche dans le 5 et dans le D. Et alors il a vu que s'il faisait ça, alors il découvrait une autre dimension. Ce n'est pas seulement la symétrie, c'est aussi la rotation. Et ce sont les deux mouvements qui permettent au Wabeladio de générer. Il y a si vous me permettez un technicisme, il y a une espèce de grammaire générative ici, hein, comme Chomsky disait. Donc, ce n'est pas la grammaire, bien sûr, c'est l'orthographie, mais en tout cas, c'est génératif. À partir de peu d'éléments, ils commencent à se multiplier. Après, il y a vu ici le rapport de rotation, et après, il mélange l'élément qu'il a inventé Postiche avec l'élément simple, et qui crée un élément beaucoup plus complexe, qui va du simple au complexe. Et alors, la créativité extraordinaire de Wabeladio, ça a été que, quand il a vu ça, lui, tout le temps, il ne faut pas se regarder la religion, hein, ça c'est mathématique, mais vous savez, la mathématique et la religion, elles étaient toujours ensemble. C'est-à-dire, on parle de Newton, par exemple, Newton, le grand physicien. Newton était une personne qui croyait profondément, qui priait, donc il ne faut pas croire que la science est toujours séculaire. Donc, c'est pas pour la Dieu continuer à prier, pour demander à Dieu de lui donner de nouvelles révélations, de les remercier pour les révélations. Alors, quand il a inventé les éléments complexes, alors là, il a fait un saut extraordinaire. C'est le saut à la troisième dimension. Vous connaissez la différence entre la géométrie et la géométrie descriptive. La géométrie, ça nous permet de faire des figures sur le mur. Moi, j'ai fait un petit saut dans le livre où je compare Wabeladio à Blaise Pascal, le grand mathématicien. Quand Blaise Pascal est tout petit, son papa l'a trouvé qu'il avait commencé à désigner des dessins sur le mur. Enfin, il dit sur le carreau. C'est pas clair si c'est le carreau du mur ou du sol. En tout cas, il commençait à la plupart des traducteurs disent le mur. Alors il a commencé à faire du mur. Alors le papa de Blaise Pascal a dit mon fils est un génie, il a inventé la mathématique. Parce qu'il n'avait pas encore étudié la mathématique, mais il l'avait déjà inventé. C'est un peu ça qui se passe avec Wabeladio. Alors ici, il faut tenir compte que Wabeladio était une personne qui avait un ressentiment, mais le ressentiment, ça peut être une force aussi. Il était ressenti, pourquoi? Parce que ses oncles étaient l'autorité dans la famille, une famille matrilinéelle, Congo typique. C'est l'oncle qui a l'autorité. L'oncle ne voulait pas qu'il étudie. On a dit non, tu vas étudier maintenant. Étudier, c'est pour les Français, c'est pour les coloniser, nous, c'est le commerce. C'est les grands commerçants. Nous, on a dit non, je vais étudier. Je sens une vocation pour étudier et pour être maître. C'est ça qu'il voulait. Il disait toujours, j'ai cette vocation d'être maître. Je vais expliquer quelque chose à l'humanité. Alors, quand il a commencé à faire la géométrie descriptive, et inventer ce qu'il appelle les angles de temps, selon la manière dont il fait tourner ça en 3 dimensions. C'est pas seulement sur les murs, c'est dans la salle, dans l'air. Quand il a commencé à faire la géométrie descriptive, et il a commencé à générer de nouvelles formes, mais qui sont toujours, ça c'est difficile à expliquer, il faut vraiment lire le manuel de Mandoublé pour le suivre. Ils sont toujours symétriques et ils sont toujours en rotation. Au point que tu peux écrire une phrase en Mandoublé et tu la tournes et c'est une autre phrase.
Donc c'est extraordinaire. Ça, j'ai parlé ça avec un linguiste qui se spécialise dans l'histoire des alphabets. Il m'a dit que c'est le seul alphabet que j'ai connu jamais où la symétrie a quelque chose à voir. Vraiment, les alphabets ne sont pas nés par rapport à la symétrie. Cet alphabet est vraiment différent des autres. Alors c'est à ce moment pardon, je vais faire vite, après il a inventé les voyelles, parce que c'est Simon qui l'a inventé, il se montre des consonants, et après il a inventé les voyelles de l'écriture mandolée à partir de ce qu'il appelle la grille de Condé. Condé c'est un mot très intéressant en Kikongo, parce que c'est un élément architectonique, le brique Condé, mais Condé s'appelle aussi la toile de l'araignée par exemple. Et au début, Wabélage utilisait beaucoup le mot philandre. Il disait cet système que je suis en train d'inventer est basé sur le philandre. Le philandre, c'est un mot très peu utilisé aujourd'hui en français, mais on pense toujours à la toile d'araignée, avec le philandre. Bon, alors quand il a inventé tout ça, et il a vu qu'il pouvait mettre la consonne avec la voyelle, et qu'il pouvait la tourner selon le principe de la symétrie ou de la rotation, alors il a décidé de faire un syllabaire, mais ça sera beaucoup plus tard. C'est-à-dire, en 1978-79, il ne faisait qu'étudier les symboles, comme il disait, il remplissait des cahiers, ce qui renforçait la perception qu'il était fou. Alors les gens disaient, mais il est fou, il est tout le temps en train d'écrire dans n'importe quel cahier, alors on lui volait les cahiers, on les jetait au feu, il le rentrait, prenait une autre, il commençait à écrire. C'était l'étude, il avait cette passion par l'étude. Finalement, il a eu le bon sens d'aller voir un savant, un scientifique, il habitait à Manzabungu, dont le nom est dans les livres, j'ai oublié. Mais le monsieur, c'était un professeur à l'institut à Manzabungu. Le monsieur lui a dit, écoute, ce que tu es en train d'inventer, c'est extraordinaire. Mais on va te l'expliquer. On va dire, tu es fou, il y aura quelqu'un d'autre qui va venir, il va faire la même chose. Il faut enregistrer ça. Alors, Wabélage se dit, bon, comment enregistre-t-on une invention? Alors, il s'est dit au siècle, quand il doit savoir ça, ce sont les artistes. Parce qu'ils sont en train de tout le temps. Il faut entrer aussi à la racine de l'écriture. En grec, en ancien grec, on disait graphein. Et graphein, ça ne veut pas dire seulement écriture, ça veut aussi dire tout ce qui est graphique. Donc le rapport entre le graphique et l'écrit, ce n'est pas si évident qu'on le voit aujourd'hui. Et même dans les mots bantou, masono, sona, etc., on trouve la même illustration de champ sémantique. Bon, alors, il explique ça. Les artistes lui disent, mais il faut l'amener à la télé. Alors on l'a amené à la télé, très bilingue, pas correct. Ça sera l'académie l'église Imagiste qui va lui donner le soutien. Quand il est parti de l'église Imagiste, il me dit, qui m'avait appelé. Et c'est Papa Diangena qui m'avait dit ça. Et Papa Diangena a dit oui, nous on va t'encadrer. Alors c'est l'église Imagiste qui a commencé déjà à les loger, parce qu'il logeait même dans la rue. Il était enfant de rue, toujours avec ses écritures. Et alors, en 1985, étant déjà plus calme dans l'esprit, sans tellement d'accusations, il a présenté un brevet pour être reconnu. Il avait présenté un brevet déjà en 1979 pour enregistrer les mandombés. Malheureusement, ce brevet est disparu. Enfin, ce brevet, pardon, c'est mémoire. Il a disparu, il doit être dans quelques archives, dans un ministère, et on n'a jamais trouvé. Mais en 1985, il en écrira un deuxième, qui s'appelle Méthode de composition par décomposition de l'écriture numérique. Le premier s'appelait Initiation à la moyenne des chiffres. Voyez-vous l'hybridation entre la chiffre et la moyenne. Le deuxième s'appelle Méthode de découverte par composition et décomposition. C'est une mémoire extraordinaire. C'est une mémoire que j'ai lue chez lui, il a gardé une copie, où tu peux voir comment il développait tout un système graphique qui permettait de composer et décomposer des œuvres à partir de la rotation et de la symétrie.
Alors il a eu l'inscription à la société de Saint-Lambert du Zaïre à l'époque, maintenant c'est la changé l'appellation bien sûr. Et on lui avait même promis qu'il allait aller à une foire de savants qui avait lié à Bulgarie. Mais il y a quelqu'un, je ne veux pas entrer dans le nom, il y a quelqu'un qui a bloqué, qui a vraiment tout empêché et il n'est pas parti. C'est la première fois que ça lui arrive. Après, il a essayé d'aller en Angola, justement pour à partir de l'Angola joindre l'Europe, mais ça aussi a été échoué. En tout cas, il a continué à travailler. Et dans les années 80, tous ces systèmes qu'il a inventés graphiques, il a commencé, les noms qu'il donnait, ça c'est très intéressant pour moi, les noms qu'il donnait au mandolé, voyez-vous, ça n'a rien à voir avec la culture Congo. Voyelles, chiffres, composition de composition. Les noms qu'il donnait à différentes figures qu'il inventait, c'était des noms bizarres, surréalistes. Moi je dirais, comme je suis dans une école d'art, vous allez comprendre, ce sont des noms dadaïstes. Il appelait soldats. C'est-à-dire, il essayait d'inventer une chose nouvelle. Et c'est ça que je discute dans le livre. Comment le nouveau entre dans une société. Et quelles sont les logiques psychologiques, culturelles, religieuses, pour que les choses nouvelles arrivent à s'implanter. Et lui, c'était vraiment un innovateur. Ce qu'il faisait, c'était nouveau. Bien sûr, ce n'est pas la première écriture Congo. Et moi, je parle dans le livre, il y a tout un chapitre sur le colonialisme à partir de la biographie de Wabeladio. Et moi, je dis que le colonialisme a été aussi une technologie de l'oubli. On vous a obligé à oublier les choses que vous avez dans le camp précolonial. L'idée de Dieu, cette folie que certains chrétiens ont en Europe, que ce sont les missionnaires qui ont introduit Dieu en Afrique, mais même l'écriture. C'est clair qu'il y avait des systèmes d'écriture précoloniaux, beaucoup même. Mais la technologie de l'oubli, comme je dis, la colonialisme nous a fait oublier. Wabeladio, il réintroduit une écriture qui est purement africaine, mais en même temps elle est nouvelle. Elle peut se rassembler à certains symboles, etc., très coloniaux, mais ça émerge de son imagination en faisant tourner les deux figures qu'il voit dans le livre. Bon, alors, dans les années 90, il commence à changer la dénomination des choses. Déjà, le mandombe n'est plus appelé système de composition par discomposition, il est appelé le mansono mandombe, l'écriture néo-africaine, comme il traduit, je crois que c'est une belle traduction. Parce qu'avec le mot nombre, on a beaucoup de difficultés dans les langues européennes. Parce qu'on doit le traduire par africain ou par noir. Lui, il dit néo-africain, tout le monde est content. Puis, même les deux symboles élémentaires, le 2 et le 5, déjà il abandonne le langage de chiffres, parce que ça confondait beaucoup les gens. Les gens pensaient qu'il est en train d'inventer une numérologie. Non, ça n'a rien à voir avec le nombre, avec la chiffre. Donc on va abandonner l'idée de chiffres, et ce sont les mathématiciens qui l'ont convaincu. C'est un mathématicien ici, Kinshasa, qui lui a dit laisse tomber cette histoire de 2 et 5. Ce ne sont pas les numéros. Il va tromper les gens. On va voir 25 et 52, il n'y a pas de numéro. Alors il a changé. Il a changé d'abord la Sodo et Salita dans le premier mémoire, mais après il les appellera Pakundungu Pèlerin. Et ça c'est vraiment le grand moment de, justement pour voir comment le nouveau s'implante dans une société. Moi je trouve, ça c'est mon hypothèse, qu'il faut que ceux qui introduisent le nouveau, même si c'est nouveau, il faut qu'il ait une résonance avec quelque chose qui est déjà là, une culture qui est déjà là. Qui seront les conditions de possibilité qui feront que ce qui est nouveau s'implante. Alors lui, il est parti loin. Il est parti dans un morceau que moi j'ai vérifié dans mes travaux ici au Congo et en Angola. Tout le monde dans les domaines du Congo connaissent. C'est la chanson Miele Miele Konzila Congo. Exactement. Et quand vous chantez cette chanson, il y a des versions très jolies à l'internet, si vous voulez. À la fin, tout le monde finit par dire, c'était pour célébrer le tambour qui ont sauvé la fille. Dans la chanson parle d'une fille qui a été mordue par un serpent quand elle avait péché.
Et ça, c'est intéressant déjà parce qu'il y a toute la symbolique de la pêche d'un côté, le serpent, la fille, mais aussi le piège. Et oui, je parlais souvent avec lui que l'écriture, c'est comme une piège. Il doit capturer l'imagination de l'autre. Et alors, la fille, elle est mordue par le serpent, mais alors il y a des gens qui viennent, on l'amène à Congo, c'est-à-dire à battre Congo. C'est ça qu'on veut dire, au royaume. Et là, les tambours, les ngoma, la sauvent. Alors, à la fin du morceau, on chante Pakundungu Plegete, Pakundungu Plegete. Je crois que maman Génie sera contente de nous la chanter. Et alors, c'est les Pakundungu Plegete qu'il va inventer. Et ça, pas seulement ça, on change le nom Mandombe, on change le nom Pakundungu Plegete, le centre d'études d'études néo-africaines, on les appelle Sanda, c'est un concept très important dans la structure de l'espace Congo. Donc il a pris toute la cosmographie et la cosmologie Congo pour faire le Mandombe être quelque chose qui nous est proche. C'est ma culture. Moi j'ai fait beaucoup de recherches avec lui, après toute seule avec Madame Eugénie aussi, la docteure Eugénie, j'espère, un jour, parce qu'elle a inscrit à l'université maintenant. Mais on a fait beaucoup de recherches dans beaucoup de villages. Une chose que je me suis trouvé à Tchela, une fois, j'ai connu deux vieilles dames, deux mamans qui manguistes, mais de femmes vieilles, de 70 ans, qui étudiaient le Mandombe, mais qui n'avaient jamais appris l'écriture romaine. Ça ne leur disait rien. Et le Mandombe, oui. Et moi, je posais la question aux gens, à la Genèse ou aux adultes, pourquoi vous vous intéressez au Mandombe? La réponse, c'était double. D'un côté, parce que c'est Dieu qui a envoyé ça au peuple Congo. C'est Dieu qui a donné ça, cette révélation à nous. Mais la deuxième question, pour mon sociologique, mais pour moi très importante, c'est notre identité. Moi, j'ai même un t-shirt qui s'écrit Mandombe, c'est notre identité. C'est une quête d'identité culturelle aussi. Alors, bon, je vais finir pour dire qu'après cet enracinement dans la culture Congo, Wabeladio a commencé à avoir plus de gens qui voulaient apprendre le Mandombe. Mais alors, il s'est rendu aussi compte qu'il ne fallait pas laisser ça seulement pour les Bas-Congo. Il était universaliste. Et là, c'est pour tout le monde, c'est comme la religion. Ça serait, je crois, une mauvaise représentation, n'est-ce pas, monsieur le professeur et son excellent directeur, de dire que le climatisme est pour les peuples congolais. Non, c'est pour l'humanité, c'est-à-dire c'est une manière d'aboutir à Dieu, peut-être par un autre moyen que les catholiques ou les protestants, mais ce n'est pas seulement pour les peuples congolais. Alors, avec le Mandombe, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on va l'enraciner à la culture Congo, mais c'est pour tout le monde. Alors, c'est ce moment qu'il a commencé à faire des efforts, vraiment pour frapper à la porte des ministres, des professeurs, tout le monde pour expliquer ce que c'est vraiment le Mandombe. Il a commencé à avoir de plus en plus de succès. Jusqu'au moment où on s'est connu en 2009, on a commencé à travailler, comme j'ai dit, on a beaucoup voyagé, et finalement, j'ai même fait le pèlerinage avec lui, à pied, de Bantangungu en Kambe, ce sont 60 km, presque 50 peut-être. Et je voulais analyser quelle est l'importance du paysage. Moi, je suis très, en anglais, on dirait landscape oriented. Je m'intéresse beaucoup au paysage. Pour moi, le paysage, c'est fondamental pour la transmission de la culture. Je dis, je vais voir ce lien qu'on a vécu sur ce miracle. Alors, j'ai compris beaucoup de choses. J'ai fait le chemin 2 fois, en 2011 et en 2012. On a prié, là où il spéculait au sol, on a interviewé des gens qui se rappelaient. Mais alors j'ai aussi compris une chose très importante, c'est que le chemin qu'on faisait en montant, c'est exactement millimètre par millimètre le même chemin que Simon Kimbangu avait parcouru en 1921 quand il a été pris prisonnier par des Belges. Alors les paysages étaient saturés d'anecdotes, anecdotes c'est un mauvais mot, de narratives, des explications, des choses que les gens se souvenaient de génération en génération. Il y a même un vieux qui m'a dit, il n'était pas climatiste, c'était un protestant, un baptiste, mais c'est ici, il a fait comme ça, c'est ici que Kimbangu a fait arrêter le soleil. J'ai dit, mais à l'époque, vous étiez
toute jeune, comment vous savez ça? Il m'a dit non, mais mon oncle maternel était ici, il m'a expliqué. Alors, il y a une transmission de culture, surtout dans à neveu, de lier exactement où Kimbangu a fait arrêter le soleil en 1921. Pas trop loin, disons, de là où Wabeladio va se coller au sol lui-même. Donc c'est tout le paysage qui a été pour moi révélateur. Moi, les gens qui ont lu le livre ont dit que le chapitre où j'ai décrit le voyage avec Wabeladio, c'est le plus joli du livre. C'est très personnel, mais en même temps, c'est très, j'espère, enrichissant pour ceux qui s'intéressent à la relation entre le paysage et la spiritualité. Bon, les Kimbangu, je vais finir avec ça maintenant. Le Mandombe, c'est une écriture, mais j'ai déjà parlé de l'hybridation sémantique entre écriture et art, pas seulement sémantique, pratique aussi. Wabeladio a développé le Mandombe en deux volets. Et il allait le développer beaucoup plus loin. Mais il a surtout fait deux volets. Ce qu'il appelle Mandombe, proprement parlant, et ce qu'il appelle Kimbangula, la révélation des choses cachées, comme les deux lignes sont cachées, mais il faut les révéler. Kimbangula, c'est l'art. Kimbangula, c'est justement jouer avec les principes de Mandombe, avec tous les angles du temps qu'il a inventés, les mettre soit en deux dimensions, soit en trois dimensions dans la sculpture, pour transformer la vision de Wabeladio en forme artistique. Alors, c'est Wabeladio qui m'est amené ici, à l'Académie des Beaux-Arts en 2011, pour me montrer ce que lui il croyait c'était le travail le plus réussi de l'art mandobé de Kimbangula. C'est ici qu'on a trouvé cet ouvrage, qui était ici, quelque part, avant que le musée n'était pas. Enfin, la structure de tous les musées au Congo a changé, donc les objets qui étaient ici sont amenés ailleurs. En 2022, je suis venu parce que Cambridge University a beaucoup insisté. On dit non, ça c'est le tableau qu'on fait pour la couverture. Moi, je les ai montré plusieurs photos, on disait celle-là. C'est très joli. Moi, ça m'a fait plaisir parce que Wabeladio, il aimait beaucoup ce travail et qu'on avait interviewé ensemble une fois le maître qui avait fait ce travail, qui avait été un de ses disciples. Certainement, Wabeladio le disait en fois, moi je le dis, je lui ai posé la question, je discute ça du point de vue de théorie de l'esthétique, en dialogue avec Kandinsky et d'autres artistes aussi. Wabeladio me disait une fois, moi je posais la question à Wabeladio, je lui dis, mais si les Mandombe c'est l'application des angles de temps et de principe de symétrie, alors tout le monde peut faire de l'art Mandombe. Et il m'a dit une chose, il m'a dit non, l'art Mandombe, d'abord il doit sortir de dedans. C'est pas de l'extérieur. Ça, c'est très similaire à ce que Kandinsky dit dans le spirituel, dans l'art. L'art doit sortir d'une force intérieure, de dedans au dehors, pas en copiant ce que tu vois en dehors. Il doit sortir, tu dois théoriser le principe de Mandombe pour faire. Mais alors, il faut encore une autre chose. Il dit quoi? Il m'a dit, je ne sais pas comment on appelait. Mais pour être artiste, il faut une autre chose. Il faut une petite génie créatif que moi je n'ai pas. Il m'a dit, moi je connais bien les Mandombe, mais je ne ferai jamais un tableau Mandombe. Bon, le maître qui avait fait ce tableau, il se trouvait qu'avant de connaître le Mandombe, il était déjà artiste, il avait étudié ici, donc il connaissait les principes d'art. Pour moi, ça c'est important, je discutais ça avec les élèves avant-hier ici, c'est important. Il y a beaucoup de gens qui ont une passion pour faire de l'art. Je trouve des gens dans les villages qui font des formes artistiques, mais qui manquent la technique. Wabeladio disait souvent, un jour on parlait de l'art de l'Afrique du Sud. Mais il dit, ces gens, si je pouvais aller là-bas et les expliquer le principe de Mandombe, ils allaient beaucoup plus loin avec leur art. Et moi, je vais montrer de l'art que j'ai étudié à Guinée-Bissau, de forme artistique, que j'ai montré l'autre jour ici aux élèves. Et Wabeladio me disait, mais c'est vraiment un jour on ira à Guinée-Bissau, je vais les expliquer comment faire l'art. Mais lui, il n'avait pas cette créativité, mais les artistes l'ont. Alors, l'ouvrage, c'est d'un artiste qui est vraiment un artiste, qui est maître Watulunda Lubeni Rouven, et qui est on a l'honneur de recevoir aujourd'hui. Moi, je me souviens d'un entretien qu'on a fait avec Dani Wabeladio à Troyes, dans l'hôtel où j'ai logé en face du centre d'accueil humaniste, où vraiment j'ai appris beaucoup de choses
sur les principes, disons, esthétiques du côté Kimbangula. Donc, j'ai déjà remercié pour... enfin, les droits d'auteur, bien sûr, appartiennent au musée, mais avant de contacter le musée, je vous l'avais dit déjà, je crois que Cambridge serait intéressé à mettre votre tableau dans la couverture. Il m'a dit que, évidemment, il serait ravi. Et je veux remercier monsieur... maintenant, je suis fatigué. Classique Boulevard qui m'a d'abord autorisé à reprendre l'image, mais après aussi le docteur Beliski, n'est-ce pas, le directeur Becky, exactement, du musée de l'échanger, là où se trouve l'ouvrage, et aussi le successeur actuel directeur du musée, parce que Plastique, ils ont changé d'équipe. Mais je les remercie au nom de Cambridge University Press aussi pour nous avoir autorisé à reprendre l'image qui est patrimoine. Alors, pour parler de patrimoine, moi je vais finir pour vous dire, le Mandombe c'est un patrimoine national, c'est un patrimoine culturel du Congo. Et maintenant, il y a des gens qui continuent le Mandombe. Je voudrais ici saluer de manière très spéciale la extraordinaire persévérance de Mme Eugénie Nkembi Ngweni, qui est la personne qui a fait le plus pour que ce livre soit publié, qui m'a encouragé, comme moi j'étais encouragé comme Wabela de décéder, je n'ai jamais écrit ce livre. C'est pour ça que je me suis mis à faire d'autres projets que le professeur a parlé, en Guinée-Bissau, en Guinée-Conakry. Maman Eugénie, je l'appelle comme ça, m'a appelé, m'a dit il faut que vous fassiez le livre sur mon mari. Et comme moi j'aimais beaucoup Maman Eugénie et les 5 enfants, Béni, qui étudie ici maintenant, Grady, qui étudie à l'Unikin, Christelle, Davina et la petite Élisée, les 5 enfants, donc les études que je suis depuis 2013, enfin depuis avant, et surtout depuis 2013, le papa est disparu. C'est pour ça que j'ai publié le livre. Et je crois que Maman Eugénie maintenant, avec une collaboration avec le Centre de culture nord-africaine, qui est logé chez vous, mon cher recteur, à l'Université de Kimbangou, ils ont vraiment l'obligation d'être sûrs que, d'un côté, la mémoire ne va pas disparaître, ça c'est mon témoignage, ça c'est déjà fait, mais aussi que les Mandombe, ça c'est pas mon travail, va continuer. Et ça, mon livre, ce n'est pas un manuel pour apprendre Mandombe, c'est une description de la biographie de Wabela Dio, c'est une réflexion sur la créativité un peu personnelle. Mais je suis certain que Wabela Dio serait d'accord avec tout ce que j'ai dit, parce que c'était un dialogue. Je veux initier les gens à avoir la curiosité. Mais lorsque les gens me demandent, je vais apprendre le Mandombe. Ça se trouve où le centre de culture nord-africaine? Où est-ce que je peux acheter le manuel? Et je parlais ce matin avec des autorités, je ne vais pas dévoiler le nom, ils m'ont dit je vais les contacter. Donc, si c'est assez comme ça, mon but sera bien réussi. Je voudrais maintenant que Maman Eugénie nous dise quelques mots, parce que croyez-moi que c'est une femme. C'est-à-dire, si Wabela Dio est un exemple de persévérance, je crois que Maman Eugénie va beaucoup au-delà de ça. C'est-à-dire faire grandir une famille de 5 enfants, étant une veuve, en Afrique. En plus, il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup de pauvreté. Bien sûr, qu'elle est soutenue par une famille très correcte, que je connais bien, M. Arthur qui est là, et d'autres membres de la famille. Mais vraiment, c'est un exemple de persévérance. Pas seulement elle a continué à soutenir la famille et le travail de son mari, mais elle s'est inscrite à l'université. Elle a déjà fini le premier cycle et maintenant elle voudrait commencer un doctorat. Donc, Maman Eugénie, j'espère que vous soyez dans la salle. Ici et là. Ah, moi j'ai parlé de. Merci beaucoup. Nous saluons la présence de Maman Eugénie. Il y a aussi les enfants que nous avons appelés ici au moment opportun. Et pour le moment, nous remercions le professeur Sao pour la présentation de son livre, pour le livre retourner à l'école et des Mandombe de l'anglais. On a déjà compris l'essentiel. Bakundu
qualité et titre. Je prends la parole du haut de cette tribune au nom du directeur général du Centre de l'écriture négro-africaine, M. Emmanuel Kiza Ndomaneu. Cette structure qui est créée par son éminence, le chef spirituel de l'Église cubaniste, nous citons les noms Papa Simon Cuban Kianda. C'est lui qui continue pour la diffusion de cette écriture et cette science qui est du continent, mise à notre portée grâce à la sainteté de son digne fils, paix à son âme. Nous citons le professeur docteur Honoris Causa Wabela Diopay David. L'inspiré potentiel dont vient de parler l'éminent professeur Ramon Saro dans son livre Candidat de séjour, au fond baptissimo intitulé Inviting an African Alphabet. D'aucuns se poseront la question de savoir pourquoi le vernissage de ce livre parlant d'une écriture se fait ici à l'Académie des Beaux-Arts. Au lieu peut-être de choisir la faculté des lettres de l'Iniki. Eh bien, c'est simple. L'opinion doit savoir qu'en 1978 plutôt, les jeunes Wabeladio, après avoir fini la découverte de tous les éléments constitutifs, et avaient constaté que leur combinaison donnait des motifs décoratifs. C'est ainsi qu'il est guidé pour venir à Kinshasa, où il alla le même jour présenter ses dessins aux plasticiens. Ici même à l'Académie des Beaux-Arts. Après une démonstration très concluante devant quelques professeurs dont les faits Mava, le même jour, il fut conduit à la radio nationale congolaise, la RTNC actuelle, pour passer à l'émission sur le podium de Lemedi Mwana Mboka, Mwana Boyo, qui parlait bien entendu de l'art plastique. D'où le pseudo qui lui des fans de Bazamungu Wabeladio, l'homme qui a fait marcher les paralytiques. Comme nous avons entendu la lecture du professeur Ramon Saro. Donc c'est un fait réel. Dans ce sens, que quand il était passé ce soir-là à la télévision en Bazamungu, les cris d'alerte ont fusé de partout, soi-disant David, l'homme traité de fou, passe à la télé dans une émission des artistes. Ainsi, tout le monde était curieux d'aller voir les côtés sérieux de ces recherches, banalisées à leur niveau. Voilà ce qui a fait courir tout le monde, enfants, jeunes et vieux, mais aussi valides et invalides, vers les postes de télévision. Depuis ce soir-là, il était pris au sérieux grâce à son passage à l'Académie des Beaux-Arts. Ce qui symbolise notre arrivée ici, dans cette salle. L'écriture Mandome est un cadeau de Dieu. Pourrait-on dire, parce que si l'on ne peut pas s'en servir pour écrire néanmoins, on peut s'en servir dans l'architecture, dans l'électronique, dans les designs, dans la sculpture, dans la cérémonie, la céramique plutôt, et en créant des motifs décoratifs ou des schémas mythiques qui aboutissent à des résultats probants. Le livre du professeur Ramon Saro de l'Université d'Oxford vient à point nommé prendre son envol ici à l'Académie des Beaux-Arts pour faire marcher les paralytiques de Wabeladio une fois de plus. Merci à l'Université Simon Kimbangu et au recteur de l'Université d'Isangani, ici représenté par le professeur Arti Simonga, et le chef qui est le chef du département d'écriture Mandome à l'Université Simon Kimbangu de Kinshasa, pour sa longue lutte en vue de l'officialisation du Mandome et de son géniteur.
Nous remercions Papa Simon Kiangani qui nous a donné son quitus pour cette cérémonie, pour les chapeaux aux autorités de cette grande institution artistique du pays, particulièrement le directeur général Kalama, qui nous a accueillis. Merci à l'auteur du livre, le professeur Ramon Saro. Également, merci au professeur Simona Arthur pour sa participation à cette rencontre. Et merci à tous nos invités d'être venus. Jamais je n'oublierai mes collègues du Centre de Petit Néo-Africain Mandombe qui sont présents dans la salle. Venus à tous, je vous remercie. C'est encore une fierté pour moi d'être à côté de mon collègue professeur Kalama, ainsi que Chimona et Kaïdé. Je dois dire que je suis en train de vivre des émotions en moi. Parce que Wabeladio, c'est quelqu'un avec qui nous avons fait ensemble dans cette turbulence culturo-scientifique. Et voilà qu'il est parti. Et c'est ça la grandeur des inventeurs. Mais il est là avec nous. L'Académie des Beaux-Arts, c'est la communication artistique. La communication dans sa diversité. Et moi qui vous parle, spécialiste en sociologie, communication et débat, c'est une occasion pour moi. Merci pour l'opportunité. Cet ouvrage fait une pérennité, donne l'occasion aux chercheurs, tant portugais comme à ma droite, à ma gauche, pardon, belges qui nous ont colonisés. Je me rappelle de Dona Béatrice, Simon Kiman. Et voilà aujourd'hui, Simon Kiman Kiangani qui nous donne l'occasion, l'opportunité également de pouvoir porter au fond baptisme, fait une pérennité, donne l'occasion aux chercheurs, tant portugais comme à ma droite, à ma gauche, pardon, belges qui nous ont colonisés. Je me rappelle, l'Académie des Beaux-Arts, c'est la communication artistique. La communication dans sa diversité. Et moi qui vous parle, loin du continent africain, et qui permettent aux chercheurs de découvrir davantage ce qui est caché dedans. Et un peuple sans culture n'en est pas un. Il faut décoder pour comprendre ce qui est dedans. Et plein succès. Pour l'applaudissement encore plus fort. Pour à tous ceux qui sont là, on vous demande de on prend une photo peut-être. Il y avait des groupes, il y avait la nouvelle génération et il y avait les avant-gardistes avec Maître Léman. Et il y avait vraiment un travail qui se faisait entre les deux groupes. Et le président Mobutu privilégiait l'authenticité. À partir de ce moment-là, j'ai appelé tous les amis. Nous sommes entrés dans une salle et il nous a expliqué. Un garçon très confiant de ce qu'il disait. Il était sûr de ce qu'il disait. Mais il ne faut pas suivre le cursus académique, non. Il avait un verbe. Il savait convaincre. Il avait le français facile. Il expliquait très bien. Et nous avons dit, parce qu'il y a l'authenticité, tu t'adresses au chef spirituel, Diangé Dakontima. Il avait des entrées au président Mobutu. Et à
ce moment-là, il y avait des guerres entre l'État et l'Église catholique. Et il est allé voir les chefs spirituels. Quand le chef spirituel a entendu cela, il a dit l'écriture noire est arrivée. Deuxième élément, il est venu voir le professeur Kondébila. Kondébila n'était ni à l'avant-gardiste, ni à la nouvelle génération. Il enseignait le cours de dessin. Il nous a appelés, nous sommes allés, nous avons assisté à cela. Il a encore expliqué avec beaucoup de précision et nous étions émerveillés. C'est ainsi que nous avons invité Emedi Mwanamboyo sur l'émission sur les podiums. Nous sommes allés sur les podiums, Kamba, Chiboko, Tabala, Père Abraham, ils sont pas là, et moi également. J'étais sur le podium. Il a tout expliqué. Les gens étaient émerveillés. Mais ce qui est que nous étions collés au cursus académique. On voulait savoir il est de quelle formation. Et cette formation-là, on voulait le savoir, mais on ne le retrouvait pas, mais il est convaincu, il arrivait à convaincre. Son problème, c'est que tout ce qu'il disait était vrai. Vous ne savez même pas dire. Lui aussi était disposé à dire, donnez-moi les idées, est-ce que vous pouvez me critiquer? Qu'est-ce que vous trouvez qui n'allait pas? Non, un savant, très humble. L'humilité, le sens de communiquer, d'échanger avec les autres, c'est ce qui nous manque, nous Congolais. Nous savons beaucoup de choses. Les gens qui sont intelligents, mais ils ne savent pas communiquer. Ils sont imbus d'eux-mêmes. Mais Wabeladio n'était pas comme ça. Et je l'ai suivi, nous sommes restés ensemble. Et chaque fois qu'il voyageait, il revenait, il m'expliquait que son écriture a été essayée, je crois, dans un pays nordique là-bas, et ça a apporté à l'ordinateur, l'a accepté et c'est fini, il l'a dit. J'ai dit formidable, continue. Voilà. Il y a quelque chose que je voulais ajouter. Il a connu aussi personnellement et qui est un de ses élèves ou de ses auditeurs, le premier. Il était là, pas comme par hasard, parce que nous avons souvent été ensemble, on s'est trouvés ici plusieurs fois. Quand il venait à la Beaux-Arts, c'est vrai que je suis parmi ceux qui ne croyaient pas, comme notre ami, quel était son cursus, qui est-il, mais il était souvent avec nous. Il a cité le vieux Condé, le professeur Condé, qui était souvent avec moi quand il venait nous voir ici à la Beaux-Arts. Et on se trouvait quelque part, et on discutait, il nous expliquait. Mais nous qui avions la formation académique avec les dessins, tout ce que vous voulez, beaucoup de précision, et on se disait, mais de quoi il parle? Ou c'est nous qui ne comprenions pas, ou c'est lui qui n'est pas vraiment à sa place. Et il est devenu finalement notre ami. Quand on le voyait, on se mettait quelque part, on discutait, on parlait, nous on était des avant-gardistes. Alors nous nous sommes dit, est-ce que lui c'est quoi? C'est pas aussi avant-gardiste, parce qu'il parle de l'histoire, mais il était très courageux. Et finalement nous nous sommes dit, tiens, ce jeune homme qui insiste, comme ça, il y a peut-être quelque chose. Et il ne s'arrêtait pas ici, il est devenu notre ami, et comme moi j'habite pas très loin, il venait souvent à la maison. Et on discutait, il parlait des choses qu'on ne comprenait pas quand on voyait quelqu'un qui vous explique des choses avec des briques et des lignes et tout ça. On se dit, mais c'est quel genre d'écriture? Mais il n'arrêtait pas de soutenir, d'expliquer son invention. Et finalement, nous, on commençait à le suivre, l'encourager, à lui donner des conseils sur des choses que nous ne comprenions pas très bien. Mais son courage nous a beaucoup édifiés. Et à un certain moment, on le voyait pratiquement plus ici. Et de temps en temps, on entendait parler de lui. Il allait même très loin parce qu'il ne s'arrêtait plus seulement dans notre pays. Il allait loin. Et ce qui m'a beaucoup marqué, c'est la dernière fois que je l'avais vu, parce qu'il venait à la maison de temps en temps. Et la dernière fois que je l'ai vu, c'était à la maison dans mon atelier. Et
nous avons parlé, on était assis, on partageait un coca, et on a passé de longs moments à parler de son invention, de son histoire, qui commençait à nous convaincre. Et ça m'a beaucoup marqué cet dernier entretien, parce qu'il était sûr des choses qu'il disait. Et malheureusement, dans ce monde, les grands esprits sont appelés peut-être ailleurs pour faire mieux que ce qu'ils sont en train de faire, ce qu'ils font ici. Et quelques temps après sa visite, il était venu avec un monsieur dans mon bureau. Ça ne serait pas grave. Ah, ben voilà. On a beaucoup parlé, le monsieur, comme il est là, c'était un Anglais. Je me suis dit, tiens, comment il est allé jusque-là en Angleterre, tout ça. Et on était là, on a parlé, et finalement, ils sont partis. Et quelques temps après, on avait appris qu'il était avec nous. Mais j'ai gardé de très bons souvenirs d'une personne qui sait ce qu'il veut, qui croit à ce qu'il fait et qui n'arrête pas d'insister jusqu'à convaincre des gens qui se croient. Voilà. Et donc, ça m'a beaucoup marqué. Je crois que c'est parmi des modèles ou des exemples que nous pouvons suivre, c'est tout ce qui font la recherche. Et il faut persévérer. Parce que la recherche, ce n'est jamais sûr au départ. C'est au fur et à mesure que vous avancez, que vous faites ce que vous faites, parce qu'il y a des résultats. Et donc, lui, moi, je le prends pour un modèle. Quelqu'un qui nous a appris des choses et qui peuvent nous aider à faire la même chose. Merci. Merci, nous appelons encore l'orchestre. Je ne peux pas la politesse, mais au nom de professeur Ramos et professeur Timandra, ainsi que à mon collègue qui vient de nous quitter ici, professeur Karama, DG de l'Académie des Beaux-Arts, et à tous les organisateurs, et surtout à la maman qui fut mon étudiante, et qui est aussi mon agent à l'Université Simon-Kibangu, au nom de sa famille également, et surtout au nom de son éminence Simon-Kibangu, qui a bien voulu que nous puissions nous déplacer pour venir aussi participer à cette cérémonie. À leur nom, disais-je, nous clôturons la journée et nous remercions tout le monde qui a pu donner ce temps pour venir participer à cette séance. Encore une fois, merci. Principale par laquelle j'écris le livre, enfin, d'abord parce que j'avais tissé une amitié avec l'inventeur de l'alphabet, Mandombe, et le même jour que je l'ai connu, en octobre 2009, j'ai eu une espèce, je ne dirais pas révélation, ça serait trop dire, mais j'ai eu une espèce de sentiment qu'il fallait écrire ça. Alors je lui ai dit, monsieur, il faut que j'écrive un livre sur vous. Ça m'a sorti comme ça du cœur. Il m'a dit, bon, on va travailler ensemble. Alors on a commencé à travailler. Parce que moi, j'avais senti, d'après une première causerie avec lui, que ce qu'il avait à nous dire, c'était très important. Et après, une année après, j'avais déjà fait 2 heures et 2 heures. Moi, j'ai plus de 50 heures d'enregistrement avec lui. Plus de 50, peut-être 60, qu'après j'ai transcrit pour écrire le livre. Il m'expliquait sa vie, il m'expliquait tous ses miracles, il m'expliquait tous ses travaux. Et moi, j'ai senti que le livre, il y avait des choses qui étaient importantes de témoigner, qui se sont vraiment passées, mais que ça allait être important aussi pour le public en général, surtout pour ceux qui font ce qu'on appelle le African Studies, en Angleterre, aux États-Unis, les études africaines, aussi pour les anthropologues, pour les linguistes, pour ceux qui étudient la religion, et aussi pour ceux qui étudient comment l'histoire coloniale est aujourd'hui vécue et réinterprétée à partir d'aujourd'hui. Et en valeur, un patrimoine congolais encore méconnu. Il nous donne la biographie d'un créateur génial congolais trop négligé. Il montre la valeur, et ça on a insisté aujourd'hui, la valeur de la persévérance quand il y a un rêve. Donnant un exemple à la jeunesse d'aujourd'hui. Et ça c'est une chose qu'il disait. Je veux que vous écriviez un livre pour que ce soit un exemple. Il parcourt l'histoire du Congo colonial et indépendant de 1921 à 2013, quand il meurt. En fait, ça va avant, ça va
Ça commence déjà au 19e siècle avec la naissance de son grand-père. Il montre l'importance du kimbanguisme dans le monde contemporain. Il montre l'importance pour un peuple d'avoir leur propre alphabet. Commence maintenant une recherche au Congo, une nouvelle recherche en Angola sur l'histoire de Mbanza Congo, la capitale ancienne du royaume du Congo, qui est maintenant patrimoine de l'humanité. Et que j'ai essayé de joindre un peu les deux voyages, comme j'étais près du Congo. J'avais proposé ici à l'Académie des Beaux-Arts de faire le vernissage en ce moment. Parce qu'avant j'étais trop pris avec les cours universitaires Oxford. Et après septembre, je serai encore pris à nouveau. Donc maintenant c'était un moment idéal. C'est pour ça que le livre apparaît en 2023, 10 ans après presque l'avoir fini. C'est que d'un côté, la mort de Wabella Dio m'a beaucoup traumatisé. Moi je l'aimais beaucoup, on était de très bons amis. Et puis le chagrin, la peine de la famille, de la femme, ça me faisait pleurer chaque fois que je me mettais à écrire. Non, je disais non, c'est pas correct. Point de vue éthique, je suis en train de profiter maintenant de la mort de quelqu'un, non, je ne peux pas. C'est Madame Eugénie Dinkembi, qui quelques années après, elle m'a encouragé. Elle dit, il faut que vous finissez le livre sur mon mari. Mais avant ça, je voudrais aussi signaler des difficultés pendant la rédaction et pendant la recherche. C'est qu'on a dit ça maintenant, je crois que les artistes qu'on parlait, ils l'ont témoigné. Il y avait beaucoup de gens qui n'y croyaient pas. Alors moi je venais ici au Congo, je partais voir quelqu'un, je disais, j'amène des recherches sur Wabella Diopa et le Mandombe. Je me disais, mais pourquoi vous vous intéressez à ça? Ça n'a pas de valeur, vous perdez votre temps, faites des études sur la culture Congo, étudiez l'histoire du royaume Congo, mais le Mandombe, ça c'est rien. Alors il y a eu beaucoup de résistance qui d'un côté m'a découragé, mais de l'autre côté, ils m'ont piqué. C'est-à-dire, d'un côté, je dis, non, je vais faire ce livre pour montrer aux gens qui sont sceptiques qu'il y a quelque chose. Mais même dans les maisons d'édition, ce livre, moi je l'avais présenté avant à Chicago University, parce qu'ils ne l'ont pas aboli, ils ne l'ont pas pris. Bon, c'est leur perdre, maintenant c'est à Cambridge University Press qui est beaucoup plus prestigieuse. Mais Chicago, ils ont dit non, ça ne nous intéresse pas. La biographie de quelqu'un qu'on ne connaît pas, bon, c'est pas la biographie de, n'est-ce pas, c'est pas la biographie de Mobutu, de Lumumba, c'est la biographie d'un certain Wabella Diopa. Quoi, ça va intéresser le monde. Mais maintenant, ils vont voir que ça allait les intéresser. Aujourd'hui, j'étais vraiment content d'assister à cette conférence, certainement sur Wabella Dio Papi David, mais j'étais invité par le professeur d'Oxford, professeur docteur Ramon Saro, et je m'appelle Edward Davis, je suis Dr. Edward Davis, je viens des États-Unis, l'État d'Illinois, en fait la ville de Chicago, et je suis anthropologue, historienne, et c'était vraiment content pour moi pour venir ici. Ça m'a fait penser vraiment à la recherche que j'ai fait, sur Lusona, chez les Lungachokwe, et leur système de l'écriture. Et certainement, ça m'a fait penser à la recherche de Valentin Mudimbe, philosophe d'ici, du Congo, et certainement aussi sur Ngugi wa Thiong'o, qui est chercheur du Kenya, écrivain et philosophe. Et pour ma part, j'ai créé une organisation qui s'appelle Ulonyo, Geolinguistic Practice Services. C'est une organisation de l'État d'Illinois, mais Ulonyo signifie la connaissance, Boyebi, intergénérationnelle, et dans le langage Umbundu de l'Angola. Et je suis certain qu'avec ce système d'écriture en Kikongo, il faut aussi continuer à écrire notre histoire, des gens africains, des gens noirs. Sinon, on souffre de linguicide dans la diaspora, ou linguifemme ici, comme Ngugi wa Thiong'o, ici en Afrique. Si on ne continue à produire nos langues, nos langages et nos histoires dans nos langages, sans utiliser les langages européens, mais en utilisant les langages africains.